Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui donne la parole chaque semaine à ceux qui font bouger le territoire. Nos invités sont tous très engagés dans le Made in France, dans le produire en France, à travers la création d'une rue 100% dédiée aux entreprises Made in France, un fonds d'investissement dédié aux entreprises aussi du Made in France, ou encore un label pour mettre en avant la production locale, mieux à repérer dans les rayons de nos magasins. Nous allons vous faire découvrir toutes ces initiatives qui ont le même objectif, soutenir la reconquête industrielle du pays. Sud Radio C'est ça la France. Saviez-vous que depuis le 20 juin, donc depuis l'été, début de l'été, il y a une rue de commerçants 100% Made in France dans le 4e à Paris avec une quarantaine de commerçants déjà qui font du Made in France. On va en parler avec celle qui est à l'origine de ce projet. Alors c'est la rue du Bourg-Thibourg qui se part donc de ses couleurs bleu, blanc, rouge pour être là en tant que rue du Made in France, mais de façon pérenne. Un lancement parrainé par Arnaud Montebourg, l'ancien ministre. Sud Radio C'est ça la France. Merci d'être avec nous, Émilie Auvray. Bonjour. Bonjour Nathalie. Alors c'est vous qui êtes à l'initiative de ce projet, à cette rue 100% Made in France. Je suis à l'initiative du retour de la rue du Made in France. C'est la 2e édition, mais là de façon pérenne, pas éphémère. Attention. Exactement, elle avait été éphémère en 2018, elle avait duré 2 mois, et là on la relance de façon pérenne. Avec David Rémy, l'autre cofondateur de l'appartement français. Donc vous êtes également des commerçants. Donc c'est une rue revendiquée par des commerçants, pour les commerçants qui partagent les mêmes valeurs. C'est ça, par des commerçants, pour des commerçants. Moi j'ai cofondé l'appartement français avec David, mon associé, en 2017. Et on avait une boutique dédiée au Made in France. On en a maintenant 2, donc 2 concept stores, un dédié à la mode et un à la maison, au milieu de cette rue du Bourg-Thibourg. Et en fait, on a souhaité fédérer les autres acteurs de la rue et du quartier. Ça va au-delà du commerce, quoi. C'est tout un mouvement, quoi. Une envie de... C'est vraiment un mouvement, exactement. En fait, des boutiques déjà implantées, déjà dédiées aux savoir-faire locaux, d'autres aussi qui se sont implantées en pop-up. Et on s'est fédérés ensemble. Aujourd'hui, il y a vraiment une dizaine de commerçants qui sont dans cette rue du Made in France et qui va grandir dans les semaines et les tout petits mois à venir pour regrouper une quarantaine de commerçants. Parce qu'en fait, on ne sait pas, le client ne le sait pas, mais le Marais regorge de plus de 40 boutiques dédiées au Made in France. Et on ne les voit pas, on ne sait pas, donc on veut guider le consommateur. Donc de quelle façon? Avec des repères visuels et une envie d'identifier plus facilement la rue? Oui. Faire une sorte de passage obligé quand on vient dans le quartier, dans l'arrondissement? Exactement, ça passe par plusieurs biais. Il y a la signalétique extérieure, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, il y a des petits drapeaux bleu, blanc, rouge, des cache-poteaux. Enfin, on nous voit de loin, en l'occurrence. Cependant, on va aussi être accompagné par la mairie de Paris-Centre et la mairie de Paris pour grandir et nous offrir des signalétiques plus durables. Donc ça passe par des enseignes drapeaux, du marquage au sol, de l'indication pour venir jusqu'à toutes ces boutiques. Ça passe aussi par un site web et puis ça passe par les réseaux sociaux. Et le dernier moyen qui est le plus extraordinaire, c'est le bouche à oreille. Les commerçants parlent des autres commerçants, partagent les valeurs et vous disent « Ah bah super, bienvenue, est-ce que vous êtes allé dans la boutique la plus proche ? Allez-y et dites bonjour à telle ou telle personne de ma part. » L'idée, c'est de viser une clientèle locale, bien évidemment, mais également internationale, avec les JO qui arrivent, avoir des touristes qui pourraient passer par cette rue et repartir avec des beaux souvenirs fabriqués en France. Exactement, une clientèle locale, nationale et internationale, à la fois locale pour les besoins du quotidien, parce qu'on peut autant y trouver son parfum, ses chaussettes. Et c'est important d'avoir cette base locale. Exactement, et son petit couteau d'office, enfin vraiment des besoins du quotidien, j'ai envie de dire. Et puis aussi cette clientèle plus touristique, donc que ce soit nationale ou internationale, et qui souhaite ramener un souvenir et qui en général a du made in ailleurs, et là a l'occasion vraiment de trouver des savoir-faire locaux à ramener chez soi. Quels sont les critères justement pour intégrer votre action, pour ceux qui aimeraient rejoindre ce mouvement, la rue du Made in France? Alors, on fait vraiment un appel pour rejoindre en l'occurrence, parce que toutes les boutiques dédiées sont bienvenues. Les critères, c'est d'avoir une boutique, évidemment. C'est de souhaiter rentrer dans ce collectif aussi. C'est un vrai choix de faire partie d'un collectif. Et c'est d'avoir plus de 70% de produits fabriqués en France dans son offre boutique. On souhaite qu'il y ait un réel engagement. S'il y a quelques produits fabriqués ailleurs pour une bonne raison, on peut l'entendre. Ce que l'on souhaite, c'est la transparence. Et ce sera même indiqué sur les vitrines le pourcentage de produits made in France proposés au sein de cette boutique. Donc, au minimum 70%.
Avant de se quitter, un petit mot sur l'appartement français. Vous êtes directrice de l'appartement français. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ce concept intéressant là aussi, parce qu'on retrouve une multitude de produits made in France? À la base, en fait, c'est vraiment un appel du cœur. Moi, je viens du retail, du commerce. J'ai toujours été commerçante. Et le souhait, un jour, avec David, de créer un lieu de vie, un lieu de rencontre autour du plus beau produit qui soit. Et pour nous, le plus beau produit qui soit, c'est un produit fabriqué localement, de qualité, avec une belle personne, un beau savoir-faire et un prix juste. Du coup, c'était évident, on ouvrait une boutique de produits fabriqués en France. Merci beaucoup, Émilie Auvray, d'être venue au micro de Sud Radio pour nous parler rapidement de l'appartement français, mais surtout de cette rue du Made in France depuis le 20 juin, cette rue qui vous permettra d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs qui sont engagés et qui fabriquent sur le territoire et avec une grande variété de produits. Donc, repartir avec un beau souvenir. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Sud Radio, c'est ça la France. Notre prochain invité au micro de Sud Radio est l'un des cofondateurs des Forces françaises de l'industrie, la FFI, un réseau d'entrepreneurs expérimentés pour soutenir la reconquête industrielle. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Laurent Moisson. Bonjour Nathalie. Alors, si on devait résumer les Forces françaises de l'industrie, c'est un club fondé par des entrepreneurs, pour les entrepreneurs, avec un véhicule d'accélération, de mentorat, de formation. Racontez-nous. Alors, il y a une première mission qui est effectivement l'influence. Il faut gagner la bataille de l'opinion. Il faut expliquer à tous les Français que l'industrie, c'est quelque chose de positif. Ça n'est pas que des problèmes, c'est même parfois beaucoup des solutions. Donc, il y a une partie influence et médias, donc on s'exprime beaucoup, notamment chez vous, merci. Mais on veut faire des choses concrètes, c'est-à-dire ça reste un groupement d'entrepreneurs et d'investisseurs qui militent pour le Made in France. Donc, c'est très bien d'influencer, c'est très bien de parler, mais il faut aussi faire des choses. Et pour faire concrètement des choses, on s'y prend comme des entrepreneurs, c'est-à-dire on va chercher des compétences via un accélérateur avec des méthodes et de l'argent via des véhicules d'investissement ou en regroupant finalement des business angels, des investisseurs, des fonds d'investissement, voire même des banques qui viennent nous aider pour se mettre au chevet de ces entreprises qui ont du potentiel de croissance et qu'on veut aider. D'ailleurs, vous dites, votre ambition à la FFI, c'est de devenir le plus grand réseau privé d'accélération de PME, de TI, de start-up industrielles. Tout le monde parle de start-up nation, et vous voulez plutôt lancer la PME nation. Exactement. On a constaté en fait que ce qui a été fait avec la French Tech, c'est assez intéressant parce qu'on est parti en retard. Et quand on s'y est mis, on a dépassé tout le monde. Aujourd'hui, Paris fait partie des capitales mondiales, enfin en tout cas, et la capitale européenne, en matière de levée de fonds pour des startups. C'était pas du tout le cas avant le lancement de la French Tech. Donc pourquoi ne pas faire ça avec des entreprises un peu plus traditionnelles qui produisent en France? On a absolument tout pour que ça soit le même succès. Il faut juste y coller. Au FFI, vous avez pris l'initiative de continuer à agir sans attendre une conjoncture politique plus clémente. Et donc, vous avez lancé la FFI Croissance. Racontez-nous tout ça. C'est le premier fonds d'investissement dédié aux entreprises du Made in France. Exactement. Donc, on a commencé en fait notre activité d'investissement, ça fait maintenant 4 ans. En organisant ce qu'on appelle des sessions de pitch, c'est-à-dire qu'on connecte des entrepreneurs qui cherchent de l'argent dans notre communauté avec des investisseurs de notre communauté. Et puis on a appris, on a vu qu'il y avait des bonnes pratiques, il y avait des choses à ne pas faire, et on voulait passer à l'échelle, parce qu'au bout d'un moment, un petit peu d'argent qui vient de ci, de là, c'est bien, ça aide à lancer, mais il faut suivre, il faut être capable d'avoir une logique plus intensive d'un point de vue investissement et en capital. Et pour ça, en fait, il faut s'entourer avec des vrais professionnels dans l'investissement. Il faut avoir tous les mandats, il faut avoir toutes les autorisations, notamment délivrées par l'AMF. Donc, on s'est associé là-dessus avec un véhicule avec une société de gestion qui s'appelle Tigro, mais également avec un des leaders de la finance en France, qui est le groupe Cristal, pour qu'on crée quelque chose qui passe à l'échelle, qui soit très sérieux, rassurant pour les investisseurs et qui nous permette de collecter plus de moyens pour investir plus dans les PME qui peuvent devenir ETI. Et ces entreprises qui peuvent justement faire partie de ce fonds d'investissement, quels sont les critères à respecter? Est-ce qu'il faut un minimum de chiffre d'affaires? Oui, tout à fait. Il faut un minimum de chiffre d'affaires puisque les gens qui nous confient leur argent souhaitent avoir un niveau de risque qui soit cohérent avec leurs attentes. Donc ils sont tout à fait d'accord pour investir dans des entreprises de petite taille, mais il ne faut pas que ça soit en dessous de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, que les entreprises soient à l'équilibre
On n'est pas sur un fonds de retournement ou un fonds de start-up où on part avec des boîtes qui perdent beaucoup d'argent au début. Et ensuite, on a des critères de production en France, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit des entreprises qui elles-mêmes produisent en France, ou alors, parce que parfois, vous voyez, vous commencez par lancer une marque qui produit en sous-traitant à d'autres entreprises. Il faut que ces entreprises qui sous-traitent soient sur le territoire. Sur le territoire. L'idée, c'est toujours de dynamiser le territoire. Exactement. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte à quel point en France c'est difficile de réussir la transition PME-ETI. Si on compare par exemple avec nos voisins allemands, comment on l'explique ça? Alors on l'explique par... Il y a plein d'éléments qui sont culturels, qui sont parfois, j'allais dire, légaux, et qui fait qu'on a des effets de seuil un peu partout. Donc il y a un certain nombre d'effets de seuil qui ont été réglés par... les gouvernements, j'allais dire, précédents, je n'ose plus dire actuels, donc qui ont réglé un certain nombre de ces sujets, mais il en reste beaucoup. Donc en France, on aime bien, dès que vous passez 11 salariés, il se passe quelque chose, 50 d'autres, quand vous arrivez à... Bon, c'est très bien, c'est très organisé, c'est très clair, c'est très administratif, sauf que vous pouvez avoir des changements de paradigme d'un point de vue rentabilité et coût de structure, c'est-à-dire que vous avez des coûts supplémentaires à chaque fois que vous passez un seuil. Donc, il y a des entrepreneurs qui préfèrent rester en dessous d'un certain niveau. Pour des règles fiscales peut-être et sociales? Il n'y a pas que fiscal. Il n'y a pas que fiscal, si vous voulez. Il y a aussi beaucoup la compétence, c'est-à-dire et surtout le niveau d'agacement que vous êtes capable de supporter. En France, dès le début, vous avez une charge administrative qui est importante. Donc ça veut dire qu'il faut dédier des ressources ou des bouts de ressources au règlement de ces tâches administratives, ce qui est beaucoup moins vrai dans d'autres pays. Donc, un entrepreneur, c'est plutôt quelqu'un qui fonce, qui est optimiste. Parfois, les papiers, c'est pas trop son truc. La gestion, déjà, parfois, ça l'est pas complètement. Donc, en plus, s'il faut avoir une expertise administrative, c'est compliqué. Donc, plus vous demandez à un entrepreneur d'être précautionneux là-dessus, plus il va avoir tendance à soupirer, à dire « Non, mais moi, j'arrive pas, donc je préfère rester à une échelle qui est plus réduite. » Donc vous avez ça, vous avez d'autres choses. C'est pour grandir, il faut aussi s'associer. Oui, bien et sûr. Dans la psychologie d'un entrepreneur, à la française, parfois, c'est un petit peu une aventure personnelle où on cherche de la liberté, on cherche pas que la réussite, avoir une grosse société, etc. Puis la crainte de voir diluer ses actions également dès qu'on s'associe. Tout à fait. Ouais. Ça, cette culture un peu, c'est une culture très chevaleresque, quasiment romantique en France, où on part comme ça, se battre contre plein de choses, on veut régler plein de problèmes en étant entrepreneur. Parfois, c'est bien aussi de s'associer avec des gens, on va se diluer, mais qui vont apporter d'autres choses, notamment une expertise financière, une expertise administrative, une expertise de gestion, une expertise technique. C'est bien de partager le capital, mais tout le monde n'y est pas prêt. Alors pour ceux qui souhaiteraient rejoindre ce fonds d'investissement croissance à la FFI, comment procéder? Alors ceux qui veulent nous rejoindre en investissant, alors d'abord, on n'a pas les autorisations pour faire rentrer, j'allais dire, tous les épargnants de France pour, on va dire, que leur épargne soit un peu plus bleu, blanc, rouge et serve vraiment à l'économie réelle. Ça, c'est notre souhait ultime. Aujourd'hui, on a un premier niveau d'autorisation qui nous permet de nous adresser à ce qu'on appelle des investisseurs initiés, c'est-à-dire des investisseurs qui sont prêts à mettre 100 000 euros, qui est quand même une somme, c'est-à-dire on estime que c'est des gens qui aujourd'hui ont une culture économique suffisante pour évaluer le risque qu'ils prennent en investissant dans un véhicule comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, l'autre élément, c'est-à-dire quand on collecte cet argent, on l'investit. Et pour investir, c'est des entrepreneurs comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il faut que ça soit du Made in France, il faut qu'on ait un niveau de ESG, c'est-à-dire de conscience, on va dire, climatique, environnementale et sociale qui soit également importante, puisque c'est un fonds qui va être ce qu'on appelle article 8, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de contraintes pour regarder investir dans des entreprises comme celle-ci. Et ensuite, il faut un niveau de minimum 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et un niveau de rentabilité qui soit au moins égal à 0 et si possible positif. Voilà. Merci beaucoup Laurent Moisson. Je rappelle que vous êtes le cofondateur des Forces françaises de l'industrie. On va se quitter un court instant et notre prochain invité, lui aussi, souhaite soutenir les productions locales, mieux les distinguer dans les magasins. Il a notamment créé un label pour cela. On en parle dans un instant. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, pour vous parler de toutes ces initiatives 100% Made in France, pour soutenir le Made in France, des rues de commerçants, la mise en place de fonds d'investissement, mais aussi plus localement d'autres actions comme la création de labels pour mieux cerner les produits du Made in France dans les rayons de magasins. Sud Radio, c'est ça la France. Justement, on va en parler tout de suite avec Olivier Robert, notre invité fondateur d'une plateforme Sacré Français. Alors, Olivier Robert, merci d'être avec nous. Alors, c'est une plateforme de communication spécialisée dans le Made in France, également une boutique en ligne. Alors, racontez-nous ce qu'est Sacré Français. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Sacré Français a pour mission, on est une entreprise à mission d'ailleurs, a pour mission d'aider les entreprises du Made in France à mieux vendre, à essayer de créer de la valeur autour de différents dispositifs qui sont du conseil en communication, du média, et aussi évidemment ce fameux label de consommateurs, puisque l'on va chercher des avis de consommateurs et on considère qu'un consommateur qui donne plus de 4 sur 5 en note, eh bien, il fait un peu l'élection de la meilleure marque Made in France en faisant ce geste-là. Alors, pour bien comprendre, donc, vous faites aussi bien de la communication, vous avez une boutique en ligne, mais c'est vrai que pour continuer dans cet engagement du Made in France à soutenir les produits locaux et à valoriser le savoir-faire français, vous avez créé donc un label Sacré Français. Alors, rien à voir avec les labels de certification comme Origine France Garantie ou bien le label Entreprise du patrimoine vivant. Là, c'est encore autre chose. L'idée, c'est de demander l'avis aux consommateurs, son ressenti même pas son ressenti, son expérience vis-à-vis d'un produit fabriqué sur le territoire. Ça n'est pas une certification. Non. Clairement, exactement. En fait, Origine France Garantie, par exemple, va valider que l'entreprise est certifiée Made in France via une ISO, AFNOR, DECRA, ce genre de choses-là. Nous, aujourd'hui, on vient compléter en fait ce dispositif et on va donner du pouvoir au consommateur. On lui dit, monsieur le consommateur ou madame la consommatrice, vous devez nous donner votre avis et dire si cette marque-là est une bonne marque. Objectif, valoriser les marques via le consommateur, mais aussi faire évoluer le bouche à oreille. Parce qu'aujourd'hui, le bouche à oreille marche très bien. Si j'achète un jean 1083, pour pas les citer, et que j'en parle à mes amis, ils vont s'intéresser à cette marque. Et bien, l'idée, c'est qu'on crée cet écosystème sur le digital via les avis que les consommateurs peuvent donner sur ces marques Made in France. Dans tous les cas, elles sont faites en France, ça on le sait parce qu'elles ont une certification, mais là c'est vraiment avoir effectivement, comme vous venez de le dire, leur avis sur la marque, est-ce qu'on l'aime ou pas, est-ce qu'on la trouve de qualité ou pas. Donc, mais alors pourquoi avoir lancé ça justement, ce label Sacré Français complémentaire ? Eh bien parce que la première des choses, c'est que on s'est rendu compte que les marques du Made in France, la plupart n'avaient pas de solution d'avis. Et aujourd'hui, un consommateur, et on le voit bien sur des plateformes américaines de location de biens ou sur d'achat sur des marketplaces, que les gens regardent les avis en premier avant le caractéristique du produit. Et donc, à un moment donné, une marque qui n'a pas d'avis, elle devient un peu louche, elle peut créer de la distance. Elle peut créer de la distance. Donc, nous avons trouvé une solution pour que ça soit le moins cher possible, voire quasiment gratuit, pour les marques, de manière à ce que derrière, elles puissent bénéficier de cette solution d'avis qui va les valoriser. Mais alors, si jamais on a une mauvaise note ? Alors, justement, ça peut arriver. Et tant qu'à faire, autant le savoir. Donc, tous ceux qui ont moins de 4 ne sont pas élus. Par contre, on va extraire la donnée et on va trouver les points sur lesquels le consommateur sanctionne la marque. Et on va aller la voir et on va dire à la marque, écoutez, votre consommateur vous sanctionne sur tel point, il faut absolument l'améliorer tout de suite. Et donc, on va aider les marques à améliorer leurs produits, leurs services, peu importe, via le retour de leurs clients et de leurs consommateurs. Vous avez mis en place également un système de flash code. C'est pour qu'on puisse retracer justement l'histoire de la marque, savoir un peu où est-ce que ça a été fabriqué, sur quel territoire ? Oui, entre autres. En fait, l'idée a germé dans les hypermarchés. Des marques, des belles PME françaises qui n'ont pas trop l'habitude de communiquer. Et l'idée, c'était de pouvoir faire en sorte de mettre en avant les marques du Made in France dans des hypermarchés via un QR code avec un stop rayon. Comme ça, le consommateur peut scanner et voir derrière d'où vient cette entreprise, voir son usine, comprendre comment elle fabrique et aussi voir des avis de consommateurs. Donc l'idée, c'est aussi de valoriser sur un point de vente les marques du Made in France. Alors moi, je suis une entreprise et je souhaite être labellisée. Ça veut dire que
je vais devoir, vous allez après interroger mon fichier client, c'est ça? Ceux à qui ont reçu mon produit et essayer d'avoir un avis positif ou négatif sur le produit? Exactement. En fait, les entreprises, on discute ensemble, on signe un contrat RGPD pour tout dire et donner de la clarté aussi sur ce point. Alors, RGPD, pour nos auditeurs, bien préciser, c'est le règlement européen, c'est la réglementation européenne sur la gestion des bases de données. Donc, avoir le consentement d'un consommateur pour recevoir des offres ou des interrogations de marque. Voilà. Et donc, oui, effectivement, et par ce biais-là, nous sommes le tiers de confiance qui vient demander un avis d'usage, parce que l'idée c'est que les gens nous disent ben voilà, ce produit je l'utilise depuis 3 mois, c'est merveilleux. On a une marque par exemple qui s'appelle Velecta Paris et qui fait des séchoirs à cheveux, et lui ce client nous a dit ben nous, nos clients, au bout de 3 semaines, ils sont capables de dire que notre produit il est bien meilleur. Donc on va demander au bout de 3 semaines, pas au moment où ils reçoivent le colis. Pourquoi? Parce que la plupart des solutions d'avis vous font plutôt noter le distributeur, celui qui vient apporter le colis, plutôt que le produit en lui-même. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, ça ne se faisait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que c'est français parce qu'il y a des labels et certifications qui le prouvent, que c'est fabriqué sur le territoire, mais on n'avait pas ce retour de qualité, quoi. Et c'est pour ça que vous avez souhaité, à travers ce label Sacré Français, pallier ce problème-là et trouver une solution et qui puisse aussi aider les entrepreneurs à améliorer leurs produits. Exactement, c'est tout à fait ça, et tous les avis, tout ça sont facilement on peut les retrouver sur sacré-français.com. Alors nous n'avons pas de boutique en ligne, juste petite précision quand même. Pour l'instant, nous avons des projets autour de ça, mais pas encore. Pour l'instant, on se concentre sur les marques et la mise en valeur des marques. Merci beaucoup, Olivier Robert. On le voit bien à travers nos différents intervenants ce matin, c'est cet engagement, ce dynamisme pour justement soutenir la production française. Merci beaucoup, Olivier Robert, et belle journée à vous. La Chambre de métiers et de l'artisanat d'Occitanie vous présente Sud Radio CSA La France avec Thibaut le French Trotter. Avec Thibaut, on poursuit notre tour d'Occitanie à la rencontre de nos artisans passionnés. Et oui Nathalie, aujourd'hui on se balade dans l'Aude et je suis au bord de l'étang de Bages, dans le petit village de Bages qui est très prisé des artistes et des artisans d'art. Et justement, je suis avec Fanette Bruel, qui est artisan d'art dans le domaine de la photographie et qui a remis au goût du jour une technique photographique qui s'appelle le cyanotype. Donc Fanette, qu'est-ce que c'est le cyanotype? C'est une technique de tirage? Le cyanotype, oui, c'est une technique de tirage qui date du début de la photo, 1842. En fait, c'est une technique qui utilise du ferricyanure de potassium et du citrate de fer ammoniacal. Et le principe de cette chimie, c'est qu'elle réagit à la lumière. Et en réagissant à la lumière, elle devient bleu cyan. Donc on obtient des tirages blancs, puisque le papier est blanc, et bleu, puisque le produit devient bleu. Là, vous êtes en train de remplir un bac. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors en fait, dans ces bacs, je mets simplement de l'eau, puisque c'est l'avantage du cyanotype, c'est qu'on n'utilise que de l'eau. Il n'y a pas de révélateur et fixateur. C'est pour ça que c'est un des procédés les plus respectueux de l'environnement. C'est pour ça que j'ai choisi en fait ce procédé, en plus de la couleur bleue évidemment. Donc dans ces bacs, en fait, une fois que l'image sera révélée, je vais mettre le papier dans l'eau et l'image va apparaître petit à petit. Une image qui prend son temps. C'est ça, une image qui prend son temps, tout à fait. Alors, comment on fait pour capter l'image? Je crois savoir que vous faites un peu des concessions numériques quand même pour prendre des photos. Oui. Mes prises de vue au départ sont numériques. Donc c'est un appareil photo numérique de bonne qualité. Et ensuite, en fait, ça me permet de travailler l'image vraiment en détail, à avoir toutes les subtilités de l'image pour ensuite sortir un négatif avec une imprimante, avec toutes les subtilités et beaucoup de dégradés de gris dans ce cas-là, puisque c'est un négatif noir et blanc. Et pour ensuite avoir un tirage de très bonne qualité avec beaucoup de détails en fait, dans l'image. Moi, c'est ça qui m'intéresse, vraiment le détail. Là, par exemple, il y a une photo d'étang et voilà, on voit vraiment le détail de l'eau. Il y a des toutes petites vaguelettes et donc pour moi, il fallait vraiment que ce soit bien rendu. Plus l'arrière-plan avec des petites collines. Qui montre à la fois la beauté et la fragilité. C'est ça. Et le premier plan avec les piquets de pêcheurs aussi. Voilà. Et les ombres aussi. Et les ombres, ouais. Donc c'est un paysage local. Ah, c'est un paysage tout à fait local parce que déjà à Bages, on est gâté par la richesse du paysage et la beauté du paysage. Ça fait combien de temps que vous êtes
ici à Bages, dans cet atelier? Dans cet atelier, ça fait à peu près 5 ans que j'ai monté cet atelier. J'ai été accompagnée par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc en fait au départ, ils m'ont accompagnée en me proposant des formations, notamment de gestion, parce que bon, faire de la photographie, ça je savais, mais après gérer une entreprise, c'est plus difficile. Donc ils proposent toutes sortes de formations de 1, 2, 3 ou 5 jours qui sont vraiment complètes. On repart avec un tableur et qu'on peut adapter à notre activité et à nos produits. Donc la Chambre m'a aidée dans ce cadre-là. J'ai aussi eu la chance de participer au Salon Fragment, qui est un salon régional des métiers d'art, qui a lieu à Toulouse, à l'Hôtel Dieu. Et donc c'est vraiment un lieu magnifique. On est 80 à peu près artisans d'art de toute l'Occitanie. C'est au mois de novembre, c'est ça? C'est au mois de novembre, oui. Cette année encore, ce sera fin novembre, début décembre. Pour moi, ça a été... ça m'a bien propulsé dans cet univers-là et en plus ça m'a vraiment donné confiance. Et il y a aussi un autre accompagnement de la Chambre, c'est la route des métiers d'art. En fait, c'est sur Internet, en fait, c'est une carte touristique. Vous voyez tous les artisans d'art qui ouvrent leurs ateliers à l'année ou pas à l'année. Donc on peut venir vous voir? C'est ça, oui. Vous pouvez, c'est sur rendez-vous, vous appelez, vous envoyez un mail et puis vous pouvez venir voir l'atelier, comment je travaille, ce que je fais et si les conditions le permettent, vous pouvez même faire un petit atelier et repartir avec un petit tirage. Petit tirage, d'accord. Ouais. On va rappeler le site internet si on veut venir. Alors, moi, mon site internet, c'est fanettebruel.com. Et le site internet de la route des métiers d'art, bon, il faut chercher sur un moteur de recherche. Bon, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce savoir-faire. Merci à vous d'être venu. Et voilà Nathalie, moi j'ai continué ma petite balade dans l'Aude, au son des cigales, le long de la mer, et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre visite, une autre découverte. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Avec la Chambre de métiers de l'artisanat d'Occitanie. Merci à vous, chers auditeurs. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous souhaite un bon dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.